Bonjour à tous. Effectivement, comme annoncé, on va vous parler donc du barbare dans la culture populaire. Alors on va essayer de faire une vue d'ensemble. On ne promet pas d'être exhaustif. On vous renverra vers notre semaine barbare qui va arriver donc la semaine prochaine sur notre site, donc le Cri du Troll. Alors donc, notre barbare, la notion de barbare, déjà la première chose qu'il faut avoir à l'idée, c'est qu'elle est née d'un stéréotype. Le stéréotype du barbare, un être qu'on ne comprend pas très bien et qu'on va essayer de cerner derrière des caractères très marquants. La notion de barbare dans nos langues, le français, nos langues indo-européennes, comme il nous a été rappelé ce matin même, rappelez-vous, ça vient du grec donc barbaros et ça désigne généralement donc les gens qui parlent une langue que les Grecs eux-mêmes ne comprenaient pas. Ils barbarent, on ne sait pas trop ce qu'ils racontent. Et donc ce terme barbaros sert à désigner tout ce qui n'est pas grec, donc ça fait quand même pas mal de monde. À l'époque romaine, l'époque qui suit donc cette époque grecque, on va voir en fait une notion de barbare qui va largement évoluer et qui va d'autant plus se complexifier. Pour les Romains, le barbare, c'est une personne qui n'est pas tellement intime avec l'idée de vivre dans une civilisation urbaine. Vous voyez, ce sont des gens qui vivent très souvent en dehors des marges de l'Empire, dans des régions qu'on ne connaît pas très bien. C'est souvent dans les marécages, les forêts un peu profondes, les montagnes. Et on peut même trouver des barbares qui sont des gens qui vivent à l'intérieur de l'Empire romain, dans des régions isolées. On a des régions comme ça en Anatolie, la Turquie actuelle. Le peuple des Isauriens, par exemple, est souvent désigné comme étant un peuple de barbares. Cette notion du barbare, d'un être peu civilisé, d'un être brutal, sauvage, sanguinaire, très souvent dans les sources romaines, ça va servir en fait de socle pour notre propre représentation actuelle du barbare. Et c'est ce qui va conditionner un petit peu tout ce que l'on va vous raconter ici, entre la caricature ou des choses un petit peu plus nuancées. De nos jours, en tout cas, la notion de barbare existe. La notion de barbare est présente en géopolitique et vous pouvez la retrouver notamment dans la nouvelle théorie de l'axe du mal de nos grands amis, les néoconservateurs américains, pour qui, évidemment, le barbare, c'est l'être déshumanisé, évidemment. On a un petit peu besoin de cette notion de barbarie pour exalter notre propre référence à notre civilisation. Alors, passons maintenant au vif du sujet. On va vous analyser donc un petit peu l'image du barbare telle qu'elle est portée dans des œuvres donc, de la culture populaire. Je vais commencer avec une première qui doit certainement dire pas mal de choses à nombre d'entre vous, c'est-à-dire Gladiator. Gladiator, vous avez tous en tête la scène de bataille du début, et vous avez une formidable représentation, un peu caricaturale, du barbare. Donc on est dans une forêt germanique, vous avez des teintes bleutées à l'écran, et vous avez toute une horde de gens barbus, quarantenaires, qui sortent de la forêt, et qui se mettent à gueuler, à gesticuler, après avoir renvoyé le messager des Romains, avec la tête en moins. Donc on vous exalte, vous voyez, la sauvagerie, la brutalité des personnages, et on va continuer à accentuer cet aspect de sauvagerie avec les armes que ces gens vont porter. Et comme de bien évidemment, les barbares vont se trimballer avec des haches, avec des épées en grand nombre, alors qu'on sait pertinemment que le barbare historique est un homme, le germain en particulier tel qu'il est représenté, était quelqu'un qui combattait principalement à la lance avec un bouclier et qui n'arborait pas ces fameux casques à cornes que vous pouvez voir jusque dans ce film. Dans la même idée et dans une autre œuvre, vous avez sans doute vu la série Rome, je pense. Dans cette série Rome, vous avez une opposition entre les Romains et d'autres barbares, nos ancêtres les Gaulois, comme on disait au temps de Pépée. Et dans cette scène notamment, vous avez Lucius Vorenus et Titus Pullo qui vont affronter donc les hordes celtiques. Et là, vous avez une opposition qui est très intéressante entre d'un côté l'organisation parfaite des Romains et de l'autre par contre la bestialité, l'aspect désordonné donc des barbares qui sont ici donc des Celtes. Ça, c'est un élément qui est assez intéressant, même si, bien évidemment, il est très caricatural, parce que, d'une part, les Romains n'étaient certainement pas aussi organisés que c'est montré dans cette œuvre, et d'autre part, les Germains ou les Celtes étaient quand même des gens qui allaient à la bataille avec autre chose en tête que simplement foncer dans le tas comme des gros bourrins. On reviendra dessus si vous voulez. On peut continuer à parler donc de nos barbares à travers une autre œuvre, celle-ci qui est un petit peu mésestimée, que peu de vous peut-être connaissent, c'est un film qui s'appelle Centurion. Alors c'est un film qui a bien des défauts certes, mais il a la chance de montrer pour la première fois des soldats romains relativement crédibles, et qui nous montre des barbares qui ont
grosso modo à peu près les mêmes stéréotypes que tous ceux dont j'ai déjà parlé, mais qui surtout cette fois-ci incarne un aspect très intéressant du barbare dans les œuvres de culture populaire, c'est-à-dire l'idéal de liberté. Le barbare est celui qui s'oppose aux Romains, à son ordre, à sa puissance militaire, à son impérialisme, et qui donc essaye de lutter pour sa liberté. Je terminerai donc dans cette première partie avec des barbares qui sont, alors là, le over the top des barbares bourrins et complètement stupides que l'on peut voir dans les œuvres culturelles. C'est dans probablement donc Le Roi Arthur, ce film de 2004 qui nous a été vendu comme quelque chose d'extrêmement historique et qui en est très très loin, on va dire. Vous avez ici des méchants saxons qui viennent envahir la Grande-Bretagne et ils sont très très méchants. Ils vous sortent des punchlines nazis, hein, je vous assure, hein, vraiment. Ils disent qu'ils ne veulent pas mélanger leur sang à ce sang abattardi des Bretons. Enfin, c'est complètement incroyable. Et vraiment, ça c'est la représentation, une des représentations les plus caricaturales que vous pouvez trouver du barbare. Il est méchant, il fait grou-grou, il fait tout le temps la gueule, et c'est un barbare voilà, qui n'est pas très intéressant du fait. Alors maintenant, je passe la parole à mon collègue qui va nous parler d'un autre aspect des barbares, et un barbare moins historique. Donc, non, plus. Alors, tu continues. Je parle moins des barbares, toujours historiques, toujours, mais un peu plus exotiques, on va dire. C'est-à-dire plus de la période antique, plutôt des périodes médiévales et moderne, parce qu'il faut savoir qu'une fois que l'Europe est christianisée, les Européens et donc les chrétiens considèrent un peu tout le reste du monde comme des barbares. Donc les premiers barbares exotiques que je vais aborder, ce sont les Vikings, parce que nos amis nordiques sont en effet considérés comme des barbares par la majeure partie du monde occidental, comme je viens de le dire. Et petit rappel important au passage, si la brutalité viking elle ne doit pas être mésestimée, c'est vraiment des grosses brutes, ceux qui nous content l'histoire de leurs incursions, ce sont avant tout des moines, donc les premières victimes de ces dites brutes. Donc ils ont tendance à exagérer un petit chouïa de temps en temps, droite à gauche. En attendant, pour parler des Vikings, je voulais aborder la série qui est remplie de défauts. Il y a plein de trucs qui manquent, qui ne sont pas très avérés historiquement, mais qui au moins a cet avantage de nous montrer ce côté justement un peu cérébral du Viking, celui qu'on oublie un peu trop souvent. Si les détails, donc comme je vous le disais, ne sont pas vraiment au rendez-vous, les vêtements c'est pas du tout ça, le bâti c'est pas du tout ça, les stratégies militaires c'est encore une fois pas du tout ça. Il y a donc ce côté-là qui nous permet d'un peu appréhender et explorer la culture viking. Pour cette série d'ailleurs je vous conseille de regarder les 2 premières saisons et après vous pouvez vous arrêter. Ailleurs que cette série, on retrouve le viking un peu partout, particulièrement dans les jeux vidéo. Pour ça, je pense à Loki, qui est un très mauvais hack and slash, ou à Volgar, qui est un très bon jeu d'arcade 2D. Et justement, c'est là où on explore ce côté exotique et aventurier de notre ami le viking. Un autre barbare qu'on retrouve pas mal et qui est assez exotique dans la culture pop, c'est le mongol. Alors celui-là, c'est un peu le cousin éloigné du Hun, il a un cheval, il n'hésite pas à s'en servir, quitte à faire bravo aux fesses du pape et de toute la chrétienté dès la fin du XIIIe siècle. Alors lui aussi, il se fait traiter de barbare sans culture par des chrétiens qui se sentent dans leur bon droit, alors qu'un certain Marco Polo, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, va mettre tout le monde d'accord lorsqu'il va rapporter les récits et les descriptions de la cour de Kublai Khan, qui est richissime en faire péter Donald Trump de jalousie. Là aussi, nos amis mongols, ils ont eu le droit à leur petite série qui s'appelle Marco Polo, qui est sur Netflix. Donc je suis sûr que certains d'entre vous l'ont vue. Personnellement, je la trouve très moyenne, voilà, parce que je suis chiant. Ça nous permet d'entrevoir, encore une fois, une certaine partie de cette culture qui nous est inconnue, mais encore une fois, c'est pas à prendre au pied de la lettre, loin de là. Un autre médium où on retrouve pas mal les Mongols, c'est la littérature, avec par exemple l'épopée de Gengis Khan, qui est une très bonne série de romans, que l'on a review sur le site, donc voilà, un petit peu de corpo. Hashtag publicité. Allez sur le site. Et qui explore la vie de Gengis Khan, qui est vraiment une très bonne série de romans. Dernier trait du côté de nos barbares exotiques, je vais passer un peu plus loin dans le temps avec les Amérindiens à la période moderne, qui sont pas mal perçus comme des sauvages par les Européens quand ce sont leurs ennemis, et des fois les Européens s'allient avec les Indiens, et là c'est des gentils barbares un peu rustiques, c'est sympa. Les Indiens de la période coloniale particulièrement, on les retrouve pas mal dans un monument culturel, donc le dernier des Mohicans, pareil, tout le monde a vu le film, j'espère, je pense. Le bouquin est super bien aussi, donc si vous avez l'occasion, lisez le bouquin, qui nous raconte donc l'histoire d'Œil de Faucon et de ses amis Mohicans.
plus récemment, on a aussi The Revenant qui traite des relations entre blancs et amérindiens à la période coloniale, qui est super bien. Chroniqué sur les cris du troll. Aussi. Allez sur le site. Et non, vraiment un superbe traitement de ces relations-là. Maintenant, on va passer à une autre partie avec cette fois-ci des barbares un peu moins historiques et un peu plus littéraires. Bah, tu vois, on y vient, hein, c'est bon. Ah, on y est. Avec le barbare que j'ai appelé entre guillemets le barbare romantique. Alors le barbare romantique, qu'est-ce que c'est? C'est un barbare qui est bourrin, mais qui derrière son gros cœur d'homme viril cache quand même des sentiments très profonds. Du coup, c'est le moment d'attaquer le gros morceau du barbare dans la culture. J'ai nommé Conan. Tout le monde connaît Conan. Sinon, vous sortez. Hein, voilà, sortez bon. tout de suite. C'est le barbare qu'on connaît tous, soit sous les traits du Terminator, soit d'Aquaman. Si vous les connaissez sous celui d'Aquaman, regardez celui avec Terminator. Ou encore mieux, sous ceux d'un homme grand et robuste à la grâce féline et à la chevelure noire, si vous avez pris la peine d'ouvrir un livre. Conan, sous la plume de son père, sous la plume de Robert E. Howard, c'est pas le bourrin abruti que l'on retrouve trop souvent par la suite. C'est un homme ambitieux qui a un humour caustique, oui, Conan a de l'humour, à la force herculéenne certes, mais il est aussi rusé qu'un chat et silencieux qu'une panthère. On peut également rajouter le Conan de 84, qui suit sa quête jusqu'au bout, il nous donne à voir un film nietzschéen, mais avec un Conan qui est un peu à côté de la plaque. Le personnage est un peu raté, contrairement au film qui lui est bien. Et en, voilà. Et en 2011, on a là, en revanche, un Conan qui est réussi. Jason Momoa, moi je trouve qu'il fait un super job, mais on a un film qui est tout pourri. Donc voilà, on n'arrivera jamais à avoir les deux en même temps. Flavie, je sais que tu veux rajouter des choses. Voilà, j'ai rajouté quelques petites choses sur notre ami Conan. Donc c'est un personnage certes qu'on connaît bien, mais dans le même temps on insiste relativement peu justement sur ses valeurs. C'est la raison pour laquelle moi je tique toujours quand on parle du film de 1984, hein, simplement parce que ça n'est pas la personnalité de Conan qui est représentée. Vous avez au début Conan qui est prisonnier, qui est un esclave, et ça dans la personnalité, dans la mentalité du personnage tel qu'il a été construit par Robert Howard, c'est totalement impensable et impossible. Simplement, c'est un homme qui, comme le disait un des spécialistes donc de Howard en France, s'appelle Patrice Ruinet. On reviendra un petit peu dessus tout à l'heure. Il explique très bien, il dit que Conan, le véritable Conan, dans cette situation, s'il est prisonnier, soit il réussit à s'évader, soit il meurt en tentant de le faire. Il ne restera jamais prisonnier. Simplement parce que Conan, c'est une incarnation de la liberté avant tout. C'est un personnage qui ne se laisse pas guider par la destinée. Lui, ce qui compte pour lui, c'est l'aventure, littéralement. Qu'il soit un jour roi, mercenaire, qu'il soit général, qu'il soit pirate, etc. Ça n'est qu'un moment transitoire de sa vie. Il ne considère pas sa vie comme ayant une finalité, si vous voulez. Et donc, dans ce sens-là, c'est un personnage complètement libre. Et pour prendre une sorte d'exemple qui va encore accentuer cette perspective-là, on peut étudier une des nouvelles de Robert Howard, une des plus célèbres que vous connaissez peut-être, hein, si vous aimez bien Conan, c'est Les Clous Rouges. Dans Les Clous Rouges, hein, pour vous faire le pitch très rapidement, hein, je ne vais pas rentrer dans trop les détails, Conan et son alter ego féminin du moment, Valeria, vont se retrouver plus ou moins emprisonnés dans une ville assez mystérieuse, une ville très ancienne, qui est en train en quelque sorte de sombrer dans la décadence et de s'effondrer sur elle-même. Et les gens qui vivent à l'intérieur se font une guerre sans pitié, etc. Et dans cette œuvre, ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que vous avez d'un côté, donc une civilisation corrompue jusqu'à la moelle qui s'effondre littéralement sur elle-même, et de l'autre côté, au contraire, un barbare qui n'est pas touché par cette corruption et qui, au contraire, lui, exalte sa vie, sa vitalité. Et ce rapport entre les deux est extrêmement intéressant et permet de mieux comprendre la personne de Conan tel qu'il a été pensé et conceptualisé par Robert Howard. Alors, pour finir sur le barbare romantique, ce n'est pas qu'un gros cimérien de 2,30 m. Howard, il a fait énormément d'émules, à commencer par notre ami barbare de Diablo, s'il y a des gamers dans la salle. C'est bien, les gars. Dans Diablo 3, le barbare... Alors, je commence par Diablo 3. Oui, bon, c'est vrai. Dans Diablo 3, le barbare, il a perdu toute raison de vivre, ou presque, vu que sa terre natale, qu'il est censé protéger, a été détruite à la fin de l'épisode 2 par Méphistophélès, si ma mémoire est bonne. Résultat, notre barbare, c'est rien de plus qu'un errant lors des événements du 3 qui cherche un sens à sa vie, un but à sa... Oui, donc c'est ce que je viens de dire. Un but à sa vie et à régler, son problème. On retrouve également un barbare bourrin mais subtil avec Logan 9 doigts dans la trilogie de la première loi de Joe Abercrombie que je vous invite vraiment à lire si vous aimez la fantasy. Ça doit être un des meilleurs auteurs de fantasy récents, donc sautez là-dessus, c'est de la bonne. N'oubliez pas que si vous avez besoin de références, de choses qu'on a dit, venez nous voir juste après, on vous renseignera.
Et à la suite de ça, je passe au barbare bourrin. Donc après le barbare romantique, il y a eu le barbare bourrin, c'est-à-dire le barbare qu'on connaît tous. Baston. Voilà. On parle ici du barbare qui est monolithique dans le sens où sa seule définition, c'est sa violence et sa bourrinitude extrême. Alors là, on peut en citer des tas, mais le plus important, c'est Conan, encore lui, et oui. Cette fois-ci sous la plume de Léon Sprague de Camp, qui a un peu complètement pompé et réécrit le personnage sur le cadavre encore chaud du pauvre Robert E. Howard. Il l'a sagouiné. Voilà, pour en faire un gros teuteux bourrin qu'on connaît tous. Donc le Conan bourrin qu'on trouve dans toutes les écritures du personnage depuis jusqu'à assez récemment et depuis les rééditions des œuvres originales. C'est celui qu'on retrouve par exemple dans le film dont on ne doit pas prononcer le nom, le film qui se trouve entre le Conan de 84 et de 2011, je vous laisse deviner lequel. Ne le regardez pas. Le barbare bourrin, on le retrouve sans grande surprise beaucoup dans le jeu vidéo des premiers âges aussi, avec alors la Gauntlet, Sword of Sodan, alors Sword of Sodomy pour les connaisseurs, Golden Axe ou encore Barbarian. Le barbare bourrinator, il est partout dans les jeux vidéo, bien décidé que sont les éditeurs de vendre leurs jeux à des prépubères boutonneux en manque de seins et de culottes de soie. C'est beau. Mon pote, c'est un poète, hein. Faut le dire, quoi. Et on va finir sur une dernière partie avec le barbare un peu plus étonnant. Et tu vas nous en parler avec le barbare parodique. Voilà, donc on va commencer avec le barbare parodique. Alors là, vous en avez sans doute toute une trouzaine dans la tête, on en a sélectionné quelques-uns. Alors je commence avec un qui est un petit peu moins connu sans doute que le suivant. Il s'agit de Ronald le barbare. Alors Ronald le barbare, c'est une œuvre animée qui est danoise, qui date de 2012. C'est un gros what the fuck incroyable dans lequel en fait vous avez le peuple donc des barbares qui sont, alors là les caricatures absolues de ces barbares, ils sont gros, ils sont virils, ils sont musclés, il faut que de la muscu, et dans le même temps en fait il y a une grosse ambiguïté homosexuelle là derrière, c'est-à-dire qu'ils ont du cuir, ils ont des petites boucles d'oreilles sur les tétons, vous voyez, et il y a tout le temps des ambiguïtés autour de ça. Et dans le même temps, vous avez le héros, donc Ronald. Ronald, c'est l'antithèse même du barbare. C'est-à-dire que c'est un gros trouillard, il est lâche, etc. Il a tous les tares. Il faut quand même savoir que dans sa société, les valeurs fondatrices, c'est pas celles que nous connaissons très bien dans notre société française. Il s'agit ici de force, courage et intrépidité. Donc voilà. Et donc notre personnage, il passe son temps à être complètement à côté de la plaque. Lui, quand il faut avancer, il recule, etc. Et il va être balancé dans une histoire épique dans laquelle il va devoir devenir un héros, alors qu'il n'est absolument pas fait pour ça. Je change donc maintenant je passe à un autre barbare caricatural. Alors celui-là, on le savoure tant qu'on peut. Il s'agit de notre gros bourrin de Roi Burgonde de Camelot. Ça va là, vous l'avez bien celui-là, hein? Voilà. Couilleur Arthur, on va changer assiette pour fromage. Et donc, alors je les connais toutes, hein, c'est abusé. On va pas toutes les faire les gars, calmez-vous. Alors, ce qui est assez amusant avec ce barbare parodique, c'est que moi, je suis passionné par la fin de l'Antiquité et en lisant des sources, un auteur qui s'appelle Sidoine Apollinaire, vous voyez que ça pose un petit peu. Sidoine Apollinaire, en fait, à un moment, il nous décrit les Burgondes, le véritable peuple burgonde originel, authentique. Et il s'avère que nous sommes au 5e siècle de notre ère, que des barbares sont en train de se faire des petits trekking au milieu de l'Empire romain. Et donc, certains se sont arrêtés gentiment sur la propriété de Sidoine Apollinaire. Donc Sidoine, vous l'imaginez, c'est un aristocrate gaulois, très guindé, vous voyez, il écrit des poèmes, des odes, oh là là, il est un petit peu éthéré comme personnage. Et dans le même temps, vous avez des Burgondes qui s'installent sur ces terres, et certainement pas les plus fins, vous voyez. Et il va les décrire dans une lettre qui est passée à la postérité comme se torchant les cheveux avec du beurre rance et faisant une popote à base d'oignons et d'ail absolument abominable pour ses petites narines très sensibles. Et donc ça produit une sorte de choc culturel. Et c'est sans doute là que Alexandre Astier a pioché son inspiration pour faire des Burgondes et du roi en particulier de parfaits crados, des personnages abominables qui va sortir en roté, pété, hein, bon, on va pas refaire le bestiaire. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais assez amusant. Alors, j'ai la citation sous la main, je ne vais pas vous la lire, mais si vous voulez, tout à l'heure, vous pourrez venir la chercher. Je te passe la main, mon bon ami, pour finir là-dessus. Un barbare parodique important, que tout le monde connaît, tout le monde a fait. Ouais, pareil. C'est le barbare de Nullbuck. Baston. Voilà. Donc celui-là, c'est la parodie d'une parodie, donc il arrive à un tel niveau d'absurdité qu'il en devient génial. Moi, c'est mon perso favori de Nullbuck. Pareil, voilà, la base. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, tous ceux qui connaissent savent, les vrais savent. Si vous n'avez pas écouté Nullbuck, si quelqu'un existe qui n'a pas écouté Nullbuck, écoutez Nullbuck. Et enfin, je vais finir sur une dernière partie avec le barbare, oui mais non, c'est-à-dire le barbare qui se planque un peu, qu'on se dit ouais, c'est pas forcément un barbare, mais en fait un peu quand même. Bien souvent, ils sont inspirés des barbares historiques.
Mais il se trouve souvent sous une couche, merci, une couche de vernis, on va dire. Et pour ça, dans cette catégorie, on peut caser par exemple les orques de l'univers Warhammer, qui n'ont pas vraiment de civilisation et sont juste des hordes transitant dans les terres arides où ils passent leur temps à se cramer la tronche entre eux quand ils ne déboulent pas sur l'Empire. Du côté de Game of Thrones, on peut noter les Dothraki, qui sont carrément inspirés des Mongols et des Huns. Au point que, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, j'ai noté ça, mais j'en suis pas tout à fait sûr, Robert Baratheon, lors du conseil restreint, les nomme des barbares, clairement, voilà, comme ça, c'est acté. Dans Game of Thrones, encore une fois, on a aussi les sauvageons, qui sont considérés comme des foutus barbares incapables de s'organiser en une société hiérarchisée. Donc Westeros, ça se comporte finalement comme la société catholique moyenâgeuse vis-à-vis des autres peuples. Soit ils en sont proches culturellement, comme les cités libres à l'Est, et on peut les considérer comme civilisés, soit ce sont de sombres barbares, brutaux et ignorants, comme sauvageons donc, et Dothraki. Enfin, un dernier barbare pour les fans de jeux vidéo. Je sais pas si vous avez joué à God of War. Quel enthousiasme. Dans God of War, on a Kratos qui est... Alors, on va faire quelques étapes. Il est en pagne, torse nu, avec beaucoup de muscles. Il tue plein de gens et ben, ça correspond à peu près à tous les clichés qu'on a du barbare dans le jeu vidéo. Voilà. Donc, même s'il est grec, il a tous les clichés qui le font rentrer dans le stéréotype du barbare. En plus de ça, si je devais finir, il arriverait aussi qu'il correspond même à Conan dans son parallélisme, vu que Conan finit roi, Kratos finit dieu. On a exactement le même cheminement à peu près. Bon, si vous n'avez pas fait le premier, voilà, vous savez la fin du premier. Vous ferez les deux autres, ils sont encore mieux. Alors maintenant, on va conclure cette conférence. Donc une conférence qui nous a invités à voir pas mal de barbares, même si on n'a fait que survoler cet immense terrain rempli de bonhommes vociférants et gueulants. Je me bats avec ma feuille, c'est génial. Alors, adapté dans la culture populaire, donc le barbare n'en abandonne pas moins ses stéréotypes. Il reste toujours... Que ça soit traité de manière subtile ou non, il reste toujours bien caractérisé derrière des stéréotypes, ce personnage. Il a une figure en fait d'outrance, et il a donc par ce biais-là une utilité culturelle en quelque sorte. Mais néanmoins, il ne faut pas réduire le barbare donc simplement à un être bourrin, complètement incivilisable, abruti. C'est un être viscéralement libre qui veut faire que ce qu'il a envie de faire, qui ne veut pas se laisser enfermer dans des cases. C'est un personnage qui est complètement utile en quelque sorte dans nos sociétés contemporaines. Et c'est la raison pour laquelle, si vous suivez le blog de Boulet, je vous invite à le faire si vous ne le faites pas, il se grime systématiquement sous les traits d'un barbare qui vit dans un monde de fantaisie pour exalter son statut d'auteur indépendant et parfaitement libre. Voilà. Donc nous vous remercions chaleureusement pour votre attention. Et je pense que nous avons 1 ou 2 minutes pour des questions, donc lâchez-vous, on est chaud. On a même 2 micros, on va pouvoir faire circuler. Ouais, on a les copains derrière alors. Personne n'a de questions? Bon, ben on s'en va.